내가 그렇게 나쁩니까? Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui on est là pour parler de cinéma sud-coréen et pas de n'importe quel cinéma sud-coréen puisqu'on va causer de Decision to Live, le nouveau film du génial Park Chan-wook qui sort en salle après avoir remporté un prix de la mise en scène bien mérité au dernier festival de Cannes. Mais en fait, pour parler de Decision to Live, il me paraît essentiel de se focaliser sur la filmographie de son réalisateur, devenu à lui seul un phénomène depuis que le monde entier a été choqué par la violence et le twist de l'inestimable Oldboy en 2004. Et pourtant, il serait très réducteur de ne considérer Park Chan-wook qu'à l'aune de ce coup de génie, déjà parce que Decision to Live prouve que le bonhomme ne cesse de nous offrir des films toujours plus puissants et maîtrisés, surtout depuis le magnifique Mademoiselle, mais en plus, il signe ici une synthèse assez passionnante de son art qu'il impose en matrice du cinéma coréen contemporain. Déjà, il faut bien comprendre que Park Chan-wook n'est pas qu'un simple réalisateur dont les productions ont eu la chance de cartonner à l'étranger. Il est un chef de file de ce qu'on appelle désormais la nouvelle vague du cinéma sud-coréen. Mais qu'est-ce que c'est-il donc que la nouvelle vague sud-coréenne? Eh bien, tout un pan du cinéma qui a émergé à partir de 1987/88, ce qui équivaut au moment où la dictature qui régnait dans le pays a pris fin et qu'il y a eu la première élection au suffrage universel. Mais ça ne veut pas dire que ça a réglé tous les problèmes d'un pays socialement en ruine. Et du coup, après avoir souffert tout ce temps, la dernière chose que souhaitait le public coréen, c'est qu'on vienne lui faire la leçon dans de grands drames sociaux. C'est d'ailleurs un truc qu'on retrouve souvent dans les régimes dictatoriaux ou à leur sortie. Le public ne veut pas qu'on lui renvoie à quel point sa vie craint, ou alors il faut le faire par un chemin un petit peu détourné. Et c'est justement ce que fait le cinéma coréen de cette période, en se référant au cinéma de genre, en particulier le polar et le thriller, et à son sens de l'adrénaline pour parler en substance du mal-être de tout un pays. Park Chan-wook s'est même permis de le faire très explicitement dès son troisième film, JSA, qui raconte quand même l'histoire d'un meurtre mystérieux sur la zone commune de sécurité entre la Corée du Nord et du Sud. Avec sa narration éclatée et sa mise en scène aussi précise que léchée, Park Chan-wook amorce déjà pas mal des effets de style d'un cinéma à partir duquel ses compatriotes ne vont cesser d'expérimenter, notamment en termes de twist et de violence. On pourrait d'ailleurs reprocher au cinéma sud-coréen d'être à force devenu un peu une caricature de lui-même, mais les premiers chefs-d'œuvre qui ont émergé de ce mouvement ont permis de faire découvrir des auteurs qui se sont toujours interrogés d'une manière ou d'une autre sur la quête identitaire d'une nation qui se cherche, et alors en pleine mutation. Et ça peut très bien passer par le traumatisme collectif qu'a représenté le premier grand serial killer coréen, comme on le voit dans Memories of Murder du comparse Bong Joon-ho, ou par l'incompréhension du personnage d'Oldboy, transformé en monstre vengeur après avoir été inexplicablement enlevé pendant 15 ans. Mais l'importance de Park Chan-wook, c'est qu'il a justement canalisé toute l'énergie de ce mouvement, en particulier dans sa fameuse trilogie de la vengeance conclue par Lady Vengeance. La notion de justice s'avère centrale dans la nouvelle vague coréenne parce qu'elle se montre justement constitutive de la vision du monde de personnages troubles qui ont toujours appris à sacrifier ou à faire confiance à des institutions incompétentes. Sur ce point, Park Chan-wook a trouvé un héritier rêvé avec Kim Ji-woon, surtout avec son bijou J'ai rencontré le diable, centré sur ce personnage de flic rongé par sa soif de vengeance morbide. On pourrait même y voir l'une des problématiques centrales de la nouvelle vague coréenne. On parle souvent des ruptures de ton caractéristiques de ces cinéastes, mais Park Chan-wook ne parle finalement que de ça, de rupture, du passage de l'autre côté de barrières plus ou moins symboliques, ou explicite dans le cas de JSA, le tout dans le labyrinthe sinueux de ses récits à tiroirs. Mais Park Chan-wook est surtout un grand maniériste, peut-être même l'un des plus importants du cinéma actuel, si bien d'ailleurs qu'on le réduit souvent à ses trouvailles stylistiques qui seraient vides de sens pour une bonne partie de la critique. Sauf que cette exigence formelle sert toujours le feuillage touffu de ses récits. C'est même ce qui donne une direction, et pour cela, impossible de ne pas revenir sur le plan séquence en travelling latéral de Oldboy. Park Chan-wook marque ici un pont esthétique passionnant entre le cinéma et le jeu vidéo tendance beat 'em up à l'ancienne, et pour ça le but est simple, accentue le désespoir et la rage de son personnage comme si nous en prenions nous-mêmes le contrôle. La caméra le suit alors qu'il chute, se relève et défonce progressivement tous ceux qui se mettent sur son chemin. Autant dire que ça donne le là pour le reste du film. En bref, le cinéma de Park Chan-wook croit dur comme fer au pouvoir du cinéma en tant que médium de la mise en scène et non du verbiage, qui s'amuse en plus à raconter l'histoire de personnages bien souvent aussi méticuleux que lui. Et c'est justement l'intérêt de ce cinéma bien moins froid qu'il n'y paraît. Ce que raconte Park Chan-wook, c'est un dérèglement, l'explosion inévitable de l'imperfection humaine, de ses pulsions et de ses émotions. Il faut même dire que le cinéaste n'a cessé de perfectionner cette approche. Son cinéma est toujours plus organique et charnel, mais en quittant progressivement la violence extrême pour une dimension plus sensuelle et sulfureuse, perfectionnée avec Thirst et Mademoiselle. Peut-être que la sagesse qui va avec l'âge veut ça, mais pour faire simple, le cinéma de Park Chan-wook a désormais quelque chose de plus apaisé, de moins frontalement coup de poing, ce qui laisse encore plus entrevoir la minutie de sa mise en scène. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que Decision to Live en est la quintessence. Je tiens même à dire que ça pourrait en rebuter certains d'entre vous, parce que je pense que c'est le film le moins aimable de Park Chan-wook. Là encore, on est face à une narration segmentée en deux pans distincts, mais surtout face à un polar sinueux qui met du temps avant de clarifier la direction dans laquelle il nous emmène. À vrai dire, ça n'a que peu d'importance parce que le réalisateur nous embarque dans un pur ride sensoriel, dans lequel
il faut accepter de se perdre. Mais quand on s'y abandonne, c'est l'une des plus belles expériences de cinéma que vous aurez cette année. On y suit Hye-Jun, un détective très méticuleux, tiens donc, qui enquête sur la mort étrange d'un homme tombé du haut d'une montagne. Il commence à soupçonner Sorey, la femme de ce dernier, mais pas de bol, il commence à ressentir une profonde attirance pour elle. Au vu de ce pitch qui reprend à son compte une certaine idée du film noir et de l'archétype de la femme fatale, il est assez clair que Decision to Live a pour inspiration centrale le cinéma d'Alfred Hitchcock. Et ça fait plaisir de voir Park Chan-wook se confronter aussi explicitement à ce géant, puisqu'il explique lui-même que son amour du cinéma est né lors de son premier visionnage de Sueur froide. Mais ce qui fait le brio de Decision to Live, et plus généralement du cinéma de Park Chan-wook, c'est qu'il prend ce modèle pour mieux le détourner et se le réapproprier. Le film s'offre un titre sobre à la saule basse et un début de narration qui repose sur une filature façon fenêtre sur cour, mais il suffit d'un effet inédit de mise en scène pour redistribuer les cartes. Ici, c'est la force d'un simple raccord qui propulse un personnage bardé de jumelles dans l'appartement de celle qu'il surveille. Au-delà d'un voyeurisme qui sert toujours de mise en abîme du cinéma, Park Chan-wook s'intéresse aux plongeons insidieux dans le point de vue de personnages troubles, dont on peine à savoir si on doit les soutenir ou les détester ou même en avoir peur. Il ne nous parle pas vraiment de l'impuissance de celui qui reste de l'autre côté de l'écran. Au contraire même, il nous parle de celui qui ne peut pas s'empêcher de pénétrer dans un espace interdit. Et ces espaces interdits, Park Chan-wook les illustre par le malaise d'une caméra qui nous positionne dans des endroits étranges, de l'intérieur d'un smartphone aux yeux d'un cadavre. Je parlais plutôt des barrières et des frontières à franchir dans le cinéma de Park Chan-wook, et Decision to Live est sur ce point un monument de réalisation qu'on pourrait passer des heures à décortiquer et qui joue brillamment de ses compositions et de l'architecture pour créer des lignes qui strient l'écran, soit pour rassembler ou séparer des personnages et créer plus généralement des rapports de force. Et ça s'accorde avec une idée fondamentale dans les films du cinéaste, c'est que les personnages de Park Chan-wook sont eux-mêmes des metteurs en scène, des manipulateurs qui contrôlent leur personnalité pour mieux contrôler le monde qui les entoure. Et pour ça, je suis obligé de revenir sur la performance des comédiens qui sont juste parfaits dans cette dualité permanente. Park Hae-il est très bon en flic tourmenté par ses sentiments et son devoir, mais je vous souhaite surtout bon courage pour ne pas être hypnotisé par le charisme de Tang Wei, dont la beauté ensorcelle autant que la complexité qu'elle affiche à chaque scène, qui semble demander qu'on déchiffre ses expressions faciales sans qu'on puisse vraiment y arriver. Et au final, Decision to Live s'amuse principalement à déconstruire ces figures narratives qui ne demandent qu'à être fragmentées, à se multiplier dans le reflet de vitres teintées, comme dans cette superbe séquence d'interrogatoire autour de Sushi. Park Chan-wook joue en plus avec la barrière de la langue puisque Sorey est d'origine chinoise et est obligé de passer par un traducteur sur son téléphone pour parler proprement coréen. Et dans le même ordre d'idées, je pourrais vous parler de plein d'autres choses, à commencer par cette scène où les attributs classiques du policier, à savoir ses lunettes de soleil, ses chewing-gums, etc., sont retirés de ses poches petit à petit par Sorey pour mieux le mettre à nu. Alors dit comme ça, Decision to Live semble un peu décousu, et il l'est fatalement, mais c'est justement ce qui est magnifique en fait. Alors qu'on peine à comprendre Sorey, on se laisse malgré tout embarquer par cet alter ego de Park Chan-wook, et c'est là que la mécanique virtuose du cinéaste nous dépasse petit à petit. Sans avoir recours aux artifices les plus éculés du cinéma coréen, le réalisateur revient à sa substantifique moelle, à son observation toute sociologique de rapports humains complexes, pour évoquer en creux une société en pleine introspection. Decision to Live prouve que la nouvelle vague coréenne est capable de se renouveler et de se réinventer, et que c'est toujours son chef de file qui donne le là. Park Chan-wook est un cinéaste fondamental et son dernier bijou le prouve de la plus belle des manières. Mais ce qui est encore plus beau, c'est de s'abonner à Écran Large et pas seulement à cette chaîne YouTube. En effet, sur le site, on propose un abonnement premium qui, pour quelques euros par mois, vous donne accès chaque semaine à 4 articles, des dossiers approfondis dans lesquels on revient sur des films aussi variés que Buried avec Ryan Reynolds ou même des classiques du cinéma asiatique comme PTO de Johnny To. Le lien vers cet abonnement est en description et quant à moi, je vous laisse, allez au cinéma voir Decision to Live, profitez de la clim et passez un bel été. À la prochaine.